Le 13 octobre 2011, à 4h40 du matin, Michelle Williams appelle la police. Elle vient de retrouver son mari mort dans leur lit. Il a pris une balle dans la tête. Mais les policiers, en arrivant, ils se rendent compte que Michelle Williams leur a menti. Et en fait, c'est ça qu'elle fait, Michelle Williams. Elle ment. Elle ment à tout le monde. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Aujourd'hui, c'est l'histoire de l'État du Texas contre Michelle Williams. Elle est accusée du meurtre au premier degré sur son mari, Greg Williams. Il n'avait que 40 ans et il était père de 2 enfants. Michelle Williams pourrait être un personnage de fiction. Elle est manipulatrice, séductrice et surtout, elle n'a pas froid aux yeux. Elle a essayé de rouler les policiers, le juge, ses enfants. Elle est capable de faire tout et n'importe quoi pour se sauver de toutes les situations. Donc maintenant, c'est à vous d'en juger. N'oubliez pas que cette histoire a pour but de s'informer, de discuter et de comprendre les faits. Donc, accrochez vos ceintures parce que l'histoire de Michelle Williams est complètement folle. Tout se passe dans la banlieue de Fort Worth, dans l'État du Texas. C'est une petite ville tranquille qui s'appelle Keller. On ne sait pas grand-chose de la vie de Michelle, mais son père était un arnaqueur et il a fait de la prison pour ça. On peut dire qu'elle a beaucoup appris de lui. À l'âge de 17 ans, elle arrête ses études, elle est enceinte. Très rapidement, son conjoint se rend compte qu'elle a des liaisons. Il la quitte. Elle est furieuse, elle va vendre au marché aux puces tous ses vêtements. Et à partir de 24 ans, elle a déjà 2 enfants. Et elle s'apprête à se remarier pour une 2e fois, avec Brandon. C'est l'homme avec qui elle restera le plus longtemps. À ce moment-là, elle travaille dans un cabinet de dentiste, elle est assistante. Mais un jour, elle rentre à la maison et dit à Brandon qu'elle a démissionné. Elle a trouvé un travail beaucoup plus lucratif. Mais c'est de nuit. C'est du télémarketing. En fait, Michelle, elle s'est fait renvoyer du cabinet de dentiste. Elle a volé. Et elle a trouvé un autre travail, certes, mais c'est dans un bar topless. Pas du tout du télémarketing. Brandon est très suspicieux par rapport à Michelle. Et il se doute qu'elle a peut-être une aventure. Il décide un jour, avant de partir au travail, de laisser un enregistreur audio dans la chambre. Et quand il revient le soir, il se rend compte que sa femme n'a pas un amant, mais 2. Il décide de la quitter. Mais Michelle va être furieuse à cette annonce. Et elle tuera son dalmatien. Quand elle se retrouve seule, Michelle va partir à la dérive. Elle va faire des petits boulots de striptease ou dans les bars topless. Mais sa vie n'a aucun but. Elle passe d'homme en homme. Jusqu'en 2007, alors qu'elle est dans une boîte échangiste un peu hard, elle rencontre Greg Williams. Ce soir-là, elle va le combler au-delà de toute espérance. Résultat, ils vont continuer à se voir. Il y a une attraction sexuelle entre les deux très intense. Michelle est très extravertie de ce côté-là et elle n'a pas froid aux yeux. Et puis elle est tombée sur le bon numéro avec Greg Williams. C'est un homme de 36 ans au moment où elle le rencontre. Il a déjà divorcé d'avec Kathy Williams. Il a eu une fille qui s'appelle Taylor et qui a 10 ans. Greg Williams est un homme qui est défini par ses amis et sa famille comme étant un génie. Il a créé sa propre compagnie informatique, il est consultant en informatique et cette compagnie lui rapporte énormément d'argent. Il fait à peu près 500 000 $ par an de bénéfices. En plus, il ne dépense pas beaucoup. Et donc Greg, c'est un homme seul. Il passe sa vie entre le travail et la salle de sport. Michelle viendra combler ce qui lui manque. En 2007, il décide de se marier. La famille de Greg ne voit pas ça d'un bon œil. Et son frère et sa sœur lui diront que Michelle est avec lui pour l'argent. Quant à Michelle, ses 2 fils n'aimaient pas du tout Greg. Ils ne le supportaient pas. Ils le trouvaient arrogant et surtout, ils n'arrêtaient pas de les provoquer. En dépit de tout le monde, ils décident de se marier. On est toujours en 2007, ça fait quelques semaines qu'ils se connaissent. Michelle, très rapidement, tombe enceinte. Et il leur offre, à lui et à sa petite famille, une belle maison de 850 000 $. Il achète cette maison dans une communauté, c'est-à-dire un lotissement fermé, clôturé, avec un gardien de sécurité. C'est un quartier chic, calme et sécuritaire. Michelle adore cette maison. Greg a la garde partagée de sa fille et elle vient souvent donc dans leur nouvelle maison. Taylor adore son père et ils sont très proches. Quant à Andrew, il ne vit pas là. Ellie vient de s'engager dans l'armée. Très rapidement, Michelle va faire part de ses soupçons
à Greg. Elle pense que sa fille, Taylor, qui a donc 11 ans à ce moment-là, elle pense qu'elle se drogue. Mais Greg n'y croit pas du tout et il balaie cette idée. Quand Makayla vient au monde, Michelle et Greg sont très heureux. Ils ont enfin leur propre famille à eux. Ils font énormément de soirées et de parties autour de la piscine. Quelque temps après la naissance de leur fille, Michelle subitement tombe malade. Elle est hospitalisée. Là, ils se rendent compte qu'elle a fait une overdose d'antidépresseurs et de narcotiques. Quand elle rentre à la maison, elle dit à Greg que c'est sa fille qui a essayé de l'empoisonner. Elle le sait, elle a vu qu'elle avait mis quelque chose dans son café. Et en plus, elle a aussi essayé d'empoisonner Makayla. Il ne faut pas qu'il laisse passer ça. Greg, apprenant ça, il va être extrêmement blessé. Malgré le fait que sa famille et Cathy, la mère de Taylor, ne croient pas du tout à cette histoire, Greg prendra les devants et mettra sa fille en cure de désintoxication. Dans ce couple, c'est Michelle qui gère l'argent. Elle gère l'argent familial, mais aussi c'est elle qui gère l'argent de la compagnie de Greg. Au bout d'un certain temps, Michelle commence à s'ennuyer. Greg est souvent au travail et donc Greg va décider d'offrir à Michelle un commerce qu'elle veut depuis très longtemps. C'est un magasin de vente de yaourts glacés. Ce commerce-là est sur une des plus grandes avenues de Keller, un magasin qui marche très bien. Il l'achète pour 110 000 $ et ça devient donc le commerce de Michelle. Ce commerce devient comme un jouet pour elle. Elle n'ouvre pas tous les jours et elle se sert de la carte de crédit de son entreprise pour aller faire du shopping. Petit à petit, Michelle, qui adore le luxe, commence à dépenser beaucoup. Mais comme c'est elle qui tient les cordons de la bourse, elle fait croire à Greg qu'ils ont énormément d'argent. Et sur ses conseils, ils achètent tous les deux la même Mercedes. Ils ont donc 2 voitures identiques. Et Michelle, elle continue de dépenser. Elle s'achète des sacs de marque, des vêtements de designer. Elle organise beaucoup de soirées. Elle aime cette vie. Mais pour continuer à ce rythme-là, il va falloir qu'elle utilise la carte de crédit de la compagnie de Greg, qui est en fait la seule source de revenus du couple, parce que son commerce de yaourts glacés, il ne rapporte rien, mais en plus, il coûte de l'argent. Et quand le mois d'octobre arrive, ils doivent payer l'hypothèque de la maison. Elle essaiera de freiner ses dépenses, de vendre des petites choses pour essayer de renflouer leur compte, mais ils doivent payer 95 000 $ d'hypothèque. Et le 13 octobre 2011, quand le drame survient, il ne reste sur leur compte que 35 000 $. À 4h40 du matin, Michelle appelle le 911. Elle est paniquée et en pleurs. Elle dit que son mari vient d'être tué. Un intrus est venu par la porte patio qu'il y a dans la chambre et a tiré sur son mari. Mais surtout, elle croit que l'intrus est toujours là. Quand les policiers arrivent, Michelle est sur le perron. Elle est en pleurs. Elle a un énorme hématome sur la fossette gauche. Les policiers investissent les lieux. Et dans la pénombre, ils se rendent compte qu'il y a Makayla, la petite fille de 4 ans, qui dort sur le canapé, dans la salle à manger. Elle dort. Elle ne s'est pas réveillée. Ils continuent leur inspection et arrivent dans la chambre principale. Là, Greg est allongé, inerte sur le lit. Il a du sang qui coule de la tempe droite. Dans la pièce, il n'y a personne. La porte patio est fermée et quand il l'ouvre, il découvre à quelques centimètres un pistolet, une douille et un tournevis. Ils vont fouiller l'intérieur et l'extérieur. Il n'y a personne dans cette maison. Très rapidement, Michelle va être conduite au poste de police. Ils veulent l'interroger et savoir ce qui s'est passé. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent si elle a des résidus de poudre sur ses mains, ce qui est négatif. Après, il lui enlève ses vêtements, il lui demande de se changer pour pouvoir analyser son pyjama. Et puis après, il l'amène dans une salle pour l'interroger. À ce moment-là, Michelle n'est pas du tout suspecte. Donc, elle raconte son histoire. Elle était en train de dormir avec sa fille, Kayla, sur le canapé du salon. Ils se sont endormis là, en fait, le soir. Puis elle a été réveillée dans la nuit par un bruit. Elle s'est levée. C'était Greg qui avait besoin de prendre un antidouleur. Il a pris donc du Tylenol ou du paracétamol. Elle est donc revenue se coucher dans le salon pour ne pas laisser Makayla seule. Quelques instants après, elle entend un grand bruit. Elle se lève, elle se dirige vers la chambre et quand elle est sur le pas de la porte, elle ressent une vive douleur sur le visage. Elle perd connaissance. Quand elle reprend ses esprits, elle lève la tête et elle voit que Greg est mort sur le lit avec du sang qui coule de la tête.
Les policiers qui sont en train d'inspecter la maison sont en communication avec le détective qui l'interroge. Et ils vont trouver des choses bien bizarres en fait. La première, c'est qu'il n'y a aucune effraction dans cette maison. La porte patio qui donne sur la chambre est fermée. Elle n'a pas été brisée. Il y a bien quelques égratignures autour de la serrure, mais rien qui aurait pu ouvrir cette porte. La deuxième chose, c'est que l'arme appartient à Greg. C'est son calibre 45. Donc l'intrus qui serait rentré par magie dans cette chambre aurait fait le tour du lit pour se rendre à la table de chevet de Greg qui est à gauche du lit, aurait pris l'arme et aurait fait demi-tour pour se mettre à droite de Greg et lui tirer dans la tempe. Pour eux, ça n'a aucun sens. Le détective qui interroge Michel lui fait part donc des doutes des inspecteurs sur place. Il pense qu'il n'y a pas eu d'intrus. En continuant d'inspecter la maison, il trouve dans la cuisine, dans la poubelle, une boîte plastique contenant des lingettes de Javel. Mais elle est vide. Et surtout, ils se rendent compte que dans cette chambre, sur le pistolet et le tournevis, et aussi la douille, il n'y a aucune empreinte digitale, aucune, même au niveau de la porte patio. Et pour eux, c'est extrêmement suspicieux. Ils pensent donc que quelqu'un a nettoyé avec les lingettes pour faire disparaître toutes les preuves, toutes les empreintes digitales et donc l'ADN aussi. Au bout de 4 heures d'interrogatoire et après avoir demandé 7 fois ce qu'il s'était passé, il lui explique que ce n'est pas possible. Il n'y a que 2 explications. Ou Michel a tué son mari, ou alors c'est Greg qui a pris son pistolet et qui s'est ôté la vie. Et elle a tout fait pour faire disparaître les preuves. Très rapidement, Michel va dire que oui, c'est ça. Son mari, Greg, s'est ôté la vie. Elle explique aussi que Greg était dépressif. Quelques jours avant, elle avait trouvé dans le garage. Il avait allumé le moteur des 2 Mercedes et elle pense qu'il essayait de s'empoisonner. Elle dira qu'elle ne voulait pas que sa fille, qui a juste 4 ans à ce moment-là, apprenne un jour que son père s'est... Elle ne voulait pas ça. Donc, elle a essayé d'enlever toutes les preuves. Les policiers vont donc l'accuser d'avoir manipulé et falsifié les preuves et il la laisse sortir. Elle ira de suite voir la famille de Greg. Elle leur expliquera que leur fils ou leur frère, en fait, était dépressif. Pour la famille de Greg, c'est impossible qu'il ait mis fin à ses jours. C'était quelqu'un d'énergique, qui avait toujours envie de faire quelque chose. Mais le problème de Michel, c'est qu'avec le temps, elle va commencer à dire à certaines personnes qu'il y avait un intrus dans cette maison. Elle dira ça à ses enfants et aussi à sa sœur. 1 mois après la mort de Greg, le médecin légiste rend son rapport d'autopsie. Son constat, c'est que Greg n'est pas mort d'un suicide. Il y a 2 choses qui le confirment. Le premier, c'est que l'arme a tiré à peu près à 50 cm de la tempe de Greg. Ce qui commence à être trop loin pour faire ce geste tout seul. La deuxième chose, c'est que dans le sang, Greg avait un sédatif. Il devait dormir. Mais surtout, il n'avait pas de Tylenol ni de paracétamol. À peu près à ce moment-là, Michel, qui n'a peur de rien, demande de l'aide à son fils, Andrew. Elle lui demande d'aller acheter un t-shirt et des gants, de mettre tout ça, d'aller tirer et après de prendre le t-shirt et le mettre sous le siège de la voiture de Cathy, l'ex-femme de Greg. Elle veut la piéger. Andrew n'en croira pas ses oreilles. Il lui dira que non, ça c'est sûr qu'il ne fera pas ça, et il part. Il dira lors de son témoignage qu'il pensait que sa mère avait perdu la tête. Mais Michel, elle n'en reste pas là. Quelque temps après, elle revient voir Andrew et elle lui demande s'il sait où était Lee alors que Greg se faisait tuer. Elle va même lui demander s'il pense qu'il est impliqué dans la mort de son mari. Andrew n'en revient pas. Il comprend que sa mère essaye d'insinuer que c'est Lee l'intrus. Dès ce moment-là, il coupera les ponts avec sa mère. Il ne la reverra plus. Pour lui, c'est trop. En décembre 2011, les policiers obtiennent les résultats de l'analyse du pyjama de Michelle Williams. Et là, ils se rendent compte que les manches sont saturées de résidus de poudre. Et les techniciens en balistique disent même que la personne qui avait ce pyjama se tenait très près de l'arme. En janvier 2012, ils décident de mettre en état d'arrestation Michelle Williams pour le meurtre de son mari. Elle est accusée du meurtre au 1er degré. Au Texas, c'est égal à 60 ans de prison, la prison à vie.
Michel plaide non coupable et demande à sortir sous caution. Ce qui sera le cas, mais Michelle, elle ne roule pas sur l'or. Dès la mort de Greg, un mois après, elle a vendu son commerce de crème glacée, de yaourt glacé. Elle l'a vendu uniquement pour 45 000 $. Et dans la précipitation, elle a aussi vendu la compagnie de Greg. Une compagnie qui rapportait 500 000 $ par an. Elle va la vendre pour 8 000 $. En fait, les inspecteurs soupçonnent qu'elle attend l'assurance vie de 850 000 $ qu'il y avait sur la tête de Greg. Et puis, même si on n'est que 3 mois après la mort de Greg, Michelle, elle a retrouvé l'amour dans la personne de Jen Wallis. C'est le meilleur ami de Andrew. Il a 17 ans de moins qu'elle. Et tous les deux vivent le parfait amour. Ils décident de monter un club de sport. Ils ouvrent ce centre de sport dans une autre ville, une petite ville qui n'y a pas très loin de Keller. Et pour qu'elle reste inconnue, elle change de nom. Elle se fera appeler Shelly Williams. Et ce qui est fou, c'est que personne ne va la reconnaître. Cette vie va continuer pendant presque 2 ans, parce que son procès est prévu pour octobre 2013, soit 2 ans donc après la mort de Greg. Mais le 9 octobre 2013, le procureur se rend compte que pendant l'enquête, il y a eu une bavure. Quand Greg a été transporté de chez lui à la morgue, ils l'ont transporté avec ses couvertures, ses draps du lit. Et c'est grave parce que s'il y a un intrus qui a laissé son ADN ou ses empreintes sur la couverture ou sur Greg, on ne peut plus le prouver. À cause de cette maladresse, le procureur décide de faire un accord avec Michel et son avocat. Et c'est une aubaine pour Michel, parce qu'il abandonne les charges de meurtre au premier degré, soit 60 ans de prison. Il lui propose en échange meurtre au second degré. Au Texas, meurtre au second degré, ça va entre 2 ans et 20 ans de prison. Sur les conseils de son avocat, elle va accepter. C'est-à-dire qu'elle admet être la meurtrière de son mari. C'est elle qui lui a tiré dessus. Et donc, il n'y a pas eu d'intrus. Et pour avoir une sentence, il va falloir qu'il fasse appel à des jurés. C'est un jury qui décide combien d'années de prison elle va faire, soit entre les 2 et 20 ans de prison. En attendant cette audience, Michelle demande à sortir. Le juge au début lui dit que non, elle a reconnu être coupable. Alors elle leur annonce, parce que c'est la reine des coups de théâtre, qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de jumeaux. Et vu son âge et que c'est une grossesse multiple, elle est à risque. Elle demande à passer cette grossesse à la maison. Le juge qui a vu des échographies décide que ce serait plus juste. Puis le juge décide aussi que l'audience sur la sentence n'aura lieu qu'après la naissance des jumeaux, soit à partir de mars 2014. Dès octobre 2013, alors que Michelle a avoué qu'elle était la meurtrière, elle part chez elle avec un bracelet électronique. À un moment donné, elle va demander à desserrer le bracelet électronique à cause des œdèmes de la grossesse. Et en janvier 2014, elle doit venir pour une audience. Quand elle arrive, elle n'est pas enceinte. Elle explique qu'elle a fait une fausse couche en décembre, aux alentours de Noël. Le juge, frustré de ne pas avoir été avisé, décide qu'elle doit rentrer en prison dès ce soir. Surtout, il avance l'audience de la sentence. Et ce sera pour fin février 2014. And don't play games with yourself, with your lawyers, or with the system. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans la tête de Michelle. Mais début février, le 4 février, elle va décider de faire une interview pour un journal local. Et de la prison, elle commence à dire qu'elle a accepté l'accord parce qu'on le lui a demandé. Anything they tell me to do, I'm going to do it. Le lendemain, le 5 février, elle fait une autre interview. Et cette fois-là, c'est pour une chaîne de télévision nationale, CBS. Elle va assister à une émission qui s'appelle 48 heures. Une émission très connue aux États-Unis, très regardée. Et là, elle va dire qu'elle n'y est pour rien. Que ce n'est pas elle qui a tué son mari. Qu'il y avait un intrus. Qu'elle est innocente en fait. Le juge ayant eu vent de cette version, il décide d'annuler l'accord. Et elle doit partir pour un procès où elle sera jugée pour meurtre au premier degré. Donc on revient à une sentence de 60 ans de prison. Michelle, elle perd pas le nord. Elle demande à avoir une caution pour sortir de prison. Mais là, les policiers, ils ont enquêté sur elle. Pendant tout le temps où elle était chez elle, alors qu'elle était enceinte, elle n'a jamais vu de médecin. Elle n'a jamais été hospitalisée. Ils se rendent compte aussi que le bracelet électronique n'a jamais bougé.
Pas un mouvement, rien. Comme si elle s'était assise là et qu'elle était restée 26 jours là. Ils se doutent qu'elle se l'est enlevée. Et en décembre, c'est pareil. Ils se rendront compte que le bracelet ne bouge pas. Ils continuent à fouiller sur Michelle et en fait, elle travaillait la nuit dans un bar de topless. Le juge, entendant ça, décide qu'il n'y aura pas de caution. Le 23 septembre 2014, quand le procès commence, le procureur donne toutes ses preuves. La première chose, c'est que Michelle a avoué avoir nettoyé le pistolet. Ils ont trouvé aussi qu'elle avait pris des cours pour tirer, quelques jours avant le meurtre. Elle s'était entraînée. Les résidus de poudre sur les manches de Michelle. Elle a aussi nettoyé toute la chambre avec des lingettes de javel. Il y a aussi le sédatif dans le sang de Greg. Lui, il n'en prenait pas d'habitude. Donc, qui de mieux placé pour lui donner un sédatif que sa femme, sans qu'il ne s'en rende compte? Le procureur ajoutera aussi qu'il pense que Makayla aussi a été mise sous sédatif parce qu'elle ne s'est jamais réveillée de toute la nuit. Et puis, il y a le motif. Le motif financier. C'était le dernier jour pour payer l'hypothèque. Michelle était au pied du mur, selon le procureur. Et ce soir-là, sans doute qu'une dispute a éclaté. Et c'est pour ça qu'elle dormait sur le canapé, et pas avec lui dans la chambre. Et puis il y avait cette assurance vie de 850 000 $. Sauf qu'après la mort de Greg, au bout d'un certain temps, elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas être payée. Parce qu'il y avait une clause qui disait qu'il ne versait pas l'argent si c'était dû à un suicide. D'où l'intérêt pour elle de changer la version. Il fallait rester sur un intrus. Et surtout, il fallait trouver cet intrus. D'où son idée d'avoir accusé Cathy, l'ex-femme de Greg, et après Lee. Andrew et Lee viendront témoigner à la barre contre leur mère. Cathy aussi. Mais surtout, Taylor viendra pour dire qu'elle a été piégée elle aussi. Elle ne s'est jamais droguée. Sa belle-mère ne l'aimait pas et elle était jalouse de la relation qu'elle avait avec son père. Taylor a énormément souffert d'avoir été en centre de désintoxication. Après 6 heures de délibération, le jury a un verdict. Et Michelle est reconnue coupable du meurtre au premier degré sur son mari. Elle sera condamnée à 60 ans de prison. À partir de 30 ans, elle pourra demander à sortir. Et après avoir suivi les parties du procès qui étaient enregistrées, parce qu'en 2014, ils n'ont pas enregistré tout, je peux vous dire que j'aurais voté coupable sans aucun problème. Cette femme, pour moi, est machiavélique. Toute sa vie, elle n'a pensé qu'à elle, qu'à son bien-être, qu'à son confort. Et elle a utilisé les autres pour l'acquérir. D'ailleurs, pour elle, les autres ne sont là que pour ça, pour assouvir ses besoins, la rendre plus heureuse. En plus, cette femme n'a aucun remords. Donc, je ne sais pas si vous avez aimé cette vidéo, si vous connaissiez cette histoire. Et merci de l'avoir regardée en entier. Sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. She sees the killer of her husband every single day that she gets up and looks in the mirror. Every single day. So you bet your bottom dollar that she knows who killed her husband, because it's her.